nous avons oublié que nous sommes vivants. Passez-vous, mordez-vous la langue, la joue, et dites-vous, je suis vivant. Si on s'en rappelait chaque seconde, on aurait fait infiniment moins de bêtises et on ne serait pas dans la situation actuelle. Pourquoi? Parce que l'humain, un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. Nous, dans les générations, on est là, c'est entre 62 et 66% d'eau. Il y a un peu moins d'eau chez les filles que chez les garçons. Et plus on vieillit, plus on perd de l'eau. Donc c'est la clé même. L'eau, c'est pas fait pour laver sa voiture quand on est en sécheresse. C'est la clé même du système. Tous les êtres vivants, du coronavirus 19 à l'humain, sont faits d'eau liquide. Et quand un paysan des Landes me dit « Professeur, il me faut de l'eau pour mon maïs », oui, mais il faut de l'eau aussi pour élever un bébé humain. Et dans cette eau, il y a du sel. Quand la Terre s'est formée, il y a un peu 4,6 milliards d'années, elle a gardé une partie de son eau, et le reste de l'eau a été amené par des bombardements de météorites. Pendant 700 millions d'années, la signature de l'océan aujourd'hui est une signature un peu extraterrestre en oxyde de deutérium. Mais cette eau, elle est la raison même de la vie sur la Terre. Bien avant l'ARN ou l'ADN, la molécule clé du vivant, c'est l'eau, l'eau liquide. Il ne faut jamais oublier que l'humanité n'a jamais connu une planète sans glace. Mais lorsque ces glaciers disparaissent, en fait, avec eux, ils emportent tout un tas de données scientifiques qui sont extrêmement précieuses. C'est vraiment l'histoire de notre planète qui est renfermée dans ces glaces. On voit déjà que le CO2, sur 800 000 ans, il a toujours changé. Il y avait des moments où, naturellement, il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, et donc il faisait très chaud. Il y avait des moments où l'inverse aussi se produisait naturellement. On n'avait pas beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, donc il faisait un peu plus froid. Et c'est là où on avait les fameux âges de glace. Donc Claude et ses équipes ont démontré que, en fait, notre climat, naturellement, il a toujours changé, mais dans une certaine enveloppe climatique. Sur les 800 000 ans, on est resté dans ce couloir de la vie auquel on s'est adapté. Aujourd'hui, en fait, on a découvert qu'en brûlant du charbon, du gaz et du pétrole, qu'on pouvait faire fonctionner des grosses machines, qu'on pouvait faire la fameuse révolution industrielle, mais très vite, on est devenu complètement addict à ces énergies fossiles. Aujourd'hui, voilà où on en est en termes de l'augmentation du CO2 sur Terre. On n'a pas vu ça depuis des millions d'années. On n'a jamais vu ça à cette vitesse. Saviez-vous que selon le World Economic Forum, 50% du PIB mondial dépend directement de la bonne santé des écosystèmes, mais seulement 0,25% de ce PIB est consacré à leur protection. On peut donc dire avec une absolue certitude, je pense, que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas du tout avec la nature. C'est un déséquilibre qui est absurde en réalité. Chaque geste, chaque souffle, chaque activité et 100% de ce que nous entreprenons est directement conditionné par l'habitabilité de cette planète et le produit de plus de 3 milliards d'années d'évolution qui nous relient à chaque créature embarquée sur ce vaisseau spatial Terre à nos côtés. Vous l'avez en fait certainement déjà ressenti, ce déséquilibre inquiétant, et pourtant, aveuglés par les urgences du quotidien, les pressions du monde économique, dans les entreprises, là où se prennent toutes les décisions qui façonnent notre avenir, nous n'entendons pas résonner la voix de la nature. Pas un siège, pas un vote, et rarement un mot pour ses intérêts vitaux dans les conseils d'administration, par exemple. Alors pourquoi? Eh bien, parce que depuis trop longtemps, nous considérons la nature comme un stock de marchandises, un stock de matières premières, un flux de biens, de services écosystémiques gratuits à notre disposition. Et cette vision profondément utilitariste, elle a certes permis l'essor d'une économie extractive, mais fondée sur la maximisation du profit à court terme et au détriment des intérêts et des équilibres écologiques de long terme. Et donc à quel prix? La perte massive de la biodiversité, on en a parlé, le dérèglement climatique, on en a parlé, la destruction des écosystèmes qui soutiennent nos sociétés. Sauf que demain, aucune entreprise ne peut créer de la valeur sur une planète morte.
Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est une convention qui ignore superbement les bactéries, qui ignore superbement la flore intestinale dont vous a parlé Gilles Boeuf tout à l'heure, qui ignore superbement le Svalbard dont vous a parlé Heidi Sevest. Tout ça, ça n'existe pas dans l'économie, puisque comme vous le savez très bien, l'économie considère comme gratuite tout ce qui nous entoure sur Terre. Donc finalement, ce qui est indispensable à notre vie est gratuit dans cette convention qui est utilisée par les décideurs au quotidien. Et la seule chose, le seul indicateur agrégé, même que vous et moi, nous utilisons tous les jours, c'est l'argent. C'est le seul indicateur agrégé vraiment qu'on utilise. L'argent qu'on utilise pour aller acheter notre baguette, pour payer notre carte de transport ou pour aller acheter des vêtements. C'est l'argent qu'on utilise, c'est vraiment ça l'indicateur qu'on utilise tous les jours. Ce monde physique dans lequel nous sommes plongés et auquel le système climatique appartient, on va dire, il est inexistant en fait dans nos têtes et donc il est inexistant dans nos cœurs. La technique, c'est vachement bien, sauf que pour le moment, ça fait 2 siècles qu'on fait du progrès technique et ça fait 2 siècles que les problèmes environnementaux augmentent. Donc si le simple fait de faire de la technique, si le simple fait d'augmenter les budgets de R&D, ça sauvait l'environnement, je pense que ça serait déjà vu. Pour le moment, manifestement, c'est pas ça qui se passe. Peut-être qu'on peut apprendre du vivant. Alors en fait, ce qui est surtout embarrassant, c'est notre obsession pour la performance. Alors, je vais bien la définir, hein. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Bon, bah ça, c'est une valeur cardinale qui nous habite du matin au soir, le trajet domicile-travail, la séparation des fourchettes et des couteaux. Voilà, on fait de la performance, mais du matin au soir, la planification des vacances, c'est encore de la performance. Et donc on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on fait de la performance? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement positif? Vraiment, je vous invite à regarder dans les textes des sites web, etc. Vous verrez, la performance en général, c'est toujours quelque chose de positif. Hein. La performance énergétique, la performance pédagogique, la performance économique, c'est toujours positif. Alors je voudrais quand même vous donner quelques arguments pour dérailler. Et je dis bien dérailler, parce que nous sommes sur des rails. Je pense que tous les intervenants précédents vous l'ont dit, nous sommes sur des rails, donc il va falloir dérailler. Alors c'est quoi les arguments qu'on peut avoir contre la performance? Alors il y a un premier mot qui vient, c'est l'optimisation. Quand on optimise, on fragilise. Et ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Il y a une deuxième critique, c'est le cerveau humain qui regarde un indicateur de performance. C'est-à-dire que quand on regarde un indicateur de performance, en fait, ça nous pousse à la pensée réductionniste. On ne voit plus que l'indicateur de performance et on oublie tout le reste. Il y a un adage zen pour ça, qui est très clair. Hein. Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. L'autre critique qu'on peut faire de la performance, c'est le résultat de notre performance. Qu'est-ce que ça a donné, notre performance? Une dévastation planétaire. Hein. Le burn-out des humains, c'est la partie émergée d'un burn-out planétaire. Nous sommes tous épuisés. Et comme le disait Marine, c'est tous humains comme non humains. On est tous épuisés. Donc comment on fait avec ce monde-là qui est obsédé par la performance et qui, c'est un peu contre-intuitif, mais on augmente les performances pour ajouter du contrôle, pour se sentir en sécurité, et plus on augmente la performance, plus on rend le monde en insécurité. On est en train de générer une polycrise. La polycrise, la permacrise, le monde VUCA, le monde banni, tout ça, c'est le produit de notre performance. On n'a pas envie de choisir, y'a ni mauvais film, ni mauvais rôle. On veut milliards de milliards, milliards d'euros, milliards d'euros. On n'a pas envie de choisir, y'a ni mauvais film, ni mauvais rôle. On veut milliards de milliards, milliards d'euros, milliards d'euros. Un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Je regarde le monde qui tombe et tourne autour. Milliards d'euros. Faire de l'argent comme on fait l'amour. Un milliard d'euros. Le bonheur se monnaie, démons et merveilles. On se paye un milliard de choses. Je volerai des billets verts pour y écrire des poèmes. Écrire un milliard de prose. Puisque les banquiers deviennent rois. Chez moi, et il faut voir comment on nous parle. Chez moi, il y a du pétrole sur les pétales. Serre-moi des champagnes, je te dis que j'ai
La nature est une communauté vivante, avec des droits intrinsèques et une valeur propre. Une valeur qui n'est pas dépendante de son utilité pour nous ou du profit que nous pouvons en tirer. Et si nous avons besoin de reconnaître les droits de la nature, c'est parce que le droit de l'environnement tel qu'il existe aujourd'hui, alors certes, il protège déjà certains usages, il encadre déjà certains projets, mais en réalité, il a beaucoup de mal à reconnaître et à garantir l'intégrité du vivant, son droit d'existence et les interdépendances vitales entre nous, les êtres humains, et nos milieux de vie. Et c'est pour ça que partout dans le monde, des initiatives se développent pour sortir de cette impasse juridique. L'Équateur a reconnu les droits de la nature dans sa constitution déjà depuis 2008. L'Espagne a reconnu les droits de la lagune Mar Menor. Et désormais, la Nouvelle-Zélande a accordé une personnalité juridique pour le fleuve Wanganui. Désormais, il a des tuteurs légaux, ce fleuve, qui sont, aux yeux de la loi, les visages humains du fleuve. Qu'est-ce qui peut éventuellement se passer pour que les choses aillent mieux? Il faut qu'on réinvente, d'une certaine manière, notre rapport à la limite. C'est ça notre problème. En fait, c'est qu'on ne sait pas gérer notre rapport à la limite. Et la solution au changement climatique est beaucoup plus là-dedans que dans le fait de faire encore des petits réacteurs modulaires nucléaires. J'adore le nucléaire, mais c'est pas ça, ça ne va pas changer grand-chose finalement, tant qu'on n'aura pas changé notre rapport à la limite. Quand vous regardez l'histoire humaine, et elle est particulièrement emblématique aux États-Unis, qui est le pays au monde qui ignore le plus la limite, culturellement, eh bien vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce que nous avons cherché à faire tout le temps, partout, c'était de transgresser les limites. Regardez, pour qui est-ce que vous avez de l'admiration? Pour qui est-ce que vous avez de l'émerveillement? Pour le sportif qui va sauter plus haut que ce qu'il avait sauté la dernière fois, pour le navigateur qui va aller plus loin que là où il était allé la dernière fois, que pour l'astronaute qui va sortir dans l'espace plus longtemps que la dernière fois, et pour le plongeur océanique qui sera descendu plus bas que là où il est descendu la dernière fois. Quand on regarde les êtres vivants, eh bien, ils nous donnent une recette, une loi, un principe essentiel. Et ce principe, c'est la robustesse. Les êtres vivants, tous les êtres vivants sont robustes. Donc la définition de la robustesse, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Pensez à un arbre dans le vent. Un arbre dans le vent, il est stable malgré les fluctuations. Et c'est même mieux que ça. L'arbre va utiliser le vent pour faire son architecture. C'est le vent qui sculpte l'arbre. Mais l'arbre, il est aussi viable malgré les fluctuations. Il est capable de résister à des sécheresses estivales, à des gelées hivernales, à la foudre même. Donc il est quand même capable de résister à des fluctuations très très fortes. Il a un espace de viabilité énorme. C'est ça, les êtres vivants. Ils sont robustes. Alors comment font-ils pour être robustes? Parce que c'est finalement ça le cœur du problème. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Voilà que d'un coup, notre regard sur le monde change. Voilà que d'un coup, nous ne vivons plus uniquement de la nature ou dans la nature. Voilà que nous vivons avec la nature. Voilà que s'installent des nouvelles logiques de partage, de cohabitation, de respect. Voilà que nos institutions se transforment pour penser le temps long. Et en France, ce mouvement progresse. De Garonne jusqu'ici, sur la Seine, des réserves naturelles à des zones en libre évolution, des collectifs citoyens, des villes, des associations portent l'idée que les fleuves, que les forêts, que les montagnes devraient avoir voix au chapitre. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts
Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te prier et pour te regarder. Si tu n'existais pas. On sait que les activités humaines sont responsables du changement climatique. C'est implacable aujourd'hui, c'est indiscutable. Mais le problème, c'est que nous, les écosystèmes que nous étudions, ils sont en train de réagir extrêmement rapidement à cette augmentation de température. Prenons par exemple ce qui se passe au niveau de nos glaciers de montagne. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que nos montagnes sont en train de s'effondrer sous le coup du changement climatique. Parfois, en s'effondrant, comme en Suisse dernièrement, quand les montagnes s'effondrent, parfois elles s'effondrent sur des glaciers, et parfois même ces glaciers s'effondrent sur des villages. Aujourd'hui, n'oublions jamais le lien entre ces émissions de gaz à effet de serre et les glaciers, comme ce qui s'est passé en Suisse. Pour chaque tonne de CO2 que nous émettons, c'est 16 tonnes de glace qui fondent. Donc aujourd'hui, à nous de décider ce qui va se passer dans nos montagnes. À nous de décider à quel point on veut faire face à ces risques aujourd'hui. On a tous le souvenir de ce qui s'est passé à Blatten, en Suisse, avec l'effondrement du glacier. Mais tout ça, on est en train de le voir absolument partout sur Terre aujourd'hui. Nos glaciers de montagne, on est en train de les perdre. Et si on ne réagit pas très vite, chez nous, dans les Alpes, on risque de perdre 90% de ces glaciers d'ici la fin du siècle. Donc à nous de décider jusqu'où on veut faire face à ces risques. Les tout petits points jaunes, ce sont des milliards de virus dans une goutte d'eau. Les moyens points jaunes, ce sont des bactéries. Et les gros points jaunes, ce sont des protistes. Les protistes, ce sont de grosses cellules, plus grosses qu'une bactérie avec un noyau. Par exemple, les microalgues, le phytoplancton, les levures. Alors on me dit, le levure, on s'en fout. Attendez, sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français. Alors là, je vois les hommes politiques ou les entrepreneurs, ah bah oui, peut-être que votre biodiversité, c'est autre chose que des éléphants et des girafes, effectivement. Hein. Donc les micro-organismes sont essentiels. Un corps humain, tous ici dans la salle, vous êtes beaux, intelligents, vous êtes remplis de trucs partout, les trous de nez, les oreilles, un tube digestif, un vagin féminin, c'est rempli de bactéries, 1000 espèces. Ce qui veut dire que, et on sait maintenant que le moindre désordre de relation entre ces micro-organismes dans nous et sur nous, ce sont des pathologies comme l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, des relations avec l'autisme, avec Alzheimer. Peut-être que finalement c'est important. Il n'y a pas que les glaciers de montagne qui sont en train de changer aujourd'hui, il y a aussi la banquise au niveau du pôle Nord. Je voulais vous parler de la banquise du pôle Nord aujourd'hui, parce que finalement, ce qui se passe au niveau du pôle Nord nous impacte directement. Cette banquise, c'est vraiment de la glace qui flotte sur l'océan glacial arctique. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette banquise? Parce que dans l'Arctique, ce grand couvercle blanc qui recouvre cet océan nous permet de stabiliser le climat global. Cette banquise, en fait, on n'y pense peut-être pas tous les jours, mais on en a énormément besoin. Parce que dans l'Arctique, figurez-vous que pendant l'été, il fait jour 24 heures sur 24. Donc le fait d'avoir un couvercle blanc qui recouvre un océan qui est très foncé, ça nous permet d'avoir comme un climatiseur naturel au niveau du pôle Nord. Cette banquise, malheureusement, en 40 ans, cette banquise, elle a énormément changé. Les dernières images satellites nous montrent que
En 40 ans, on a perdu la moitié de la superficie de banquise sur Terre et qu'on a perdu les 3/4 de son volume. Donc plus cette banquise elle fond, plus ce couvercle blanc qui renvoie les rayons du soleil dans l'espace fond, plus à la place on a un océan qui lui est très foncé, qui lui absorbe les rayons du soleil et catalyse le réchauffement au niveau du pôle Nord, au niveau de l'Arctique. Et aujourd'hui, on est en train de réaliser que plus cette banquise on la perd, et bien plus cela chez nous va causer des phénomènes météorologiques extrêmes. Et on en a tous vécu ces derniers temps. Autant on peut avoir des grandes masses d'air froide qui vont descendre très loin vers le sud et causer chez nous des précipitations très très intenses, des événements très coûteux, très destructeurs. Mais à l'inverse, plus cette banquise se déstabilise, plus chez nous on risque d'avoir aussi des grandes masses d'air chaudes qui remontent vers le nord, créant plus de canicules, des sécheresses, voire carrément des feux de forêt. Un océan. Il n'y a pas des océans. Mes amis du Vendée Globe, quand ils font le tour de la planète, ne rencontrent pas de barrières sur les géographes qui ont mis des pointillés sur des cartes. Un seul océan. Tous communiquent. Connectivité de l'océan. Stabilité. Il est beaucoup plus stable que les milieux continentaux aériens, l'océan. Depuis 100 millions d'années, il a à peu près la même composition. Et il est salé. Ça, c'est super intéressant. Regardez avec tendresse votre prochaine prise de sang. Promettez-le-moi. Hein. Vous allez voir le ionogramme. 142 millimoles de sodium dans votre sang en ce moment-là, tous, hein. 105 millimoles de chlorure, 3-4 millimoles de potassium. C'est quoi? Ben, c'est l'histoire de la vie qui est née dans l'océan ancestral sur la Terre, il y a un peu moins de 4000 millions d'années en fait. Hein. Vous racontez l'histoire de l'évolution du vivant. La pression osmotique qu'on mesure comme ça, les sels de l'océan, c'est 1050 partout, à 400 mètres de fond, c'est le même. Un humain, c'est 302. Vous avez tous un petit océan au sein de chacun d'entre vous, 3 fois moins salé que le grand frère. Donc, on est fait d'eau, on a un petit océan, on est rempli de bactéries, c'est pas mal. C'est quoi l'humain par rapport à tout ça? Un animal. Pas n'importe lequel, hein. Mais par exemple, je vais vous surprendre. Vous avez la même glande thyroïde qu'une truite, voilà. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Ah! Et la truite, sa glande thyroïde, vous donne les hormones thyroïdiennes fabuleuses que le vivant invente il y a 800 millions d'années sur un petit acide aminé. 1 atome d'iode, 2 atomes d'iode, 3 atomes d'iode, 4 atomes d'iode, la thyroxine. Et c'est pour ça que vous êtes développé depuis tout petit. Durant la grossesse de votre maman, l'embryon s'est développé, vous avez grandi, et puis vous êtes reproduit pour certains d'entre vous. Ça ne marche pas sans ces molécules, l'iode et ces atomes qui viennent de l'océan. Vous voyez que les relations entre l'océan et l'humain sont absolument essentielles. L'océan aujourd'hui, ces micro-organismes que j'évoquais tout à l'heure, là, virus, bactéries, protistes, c'est 98% de la biomasse. On ne parle que des poissons et des baleines, mais qui sont que 2% dans toute cette histoire-là. Donc premier écosystème, l'océan. Et vous avez tous un petit océan au sein de chacun d'entre vous. Projetons-nous, hein. Pensons par exemple à ces territoires en Europe qui sont à relativement basse altitude. Pensez par exemple aux Pays-Bas, pensez par exemple à l'Allemagne, la Belgique, pensez aussi à nos littoraux chez nous en France. Le nord de la France est très touché déjà par l'élévation du niveau des mers. Si on ne réagit pas très vite, on risque d'avoir plus d'1 mètre d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle et début du siècle prochain. À nous de déplacer le curseur, à nous de faire en sorte que tout cela arrive le plus tard possible. Un sol, c'est génial. On connaît 2 fois plus d'espèces vivantes décrites dans les sols que dans tout l'océan. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. Vous imaginez la masse d'une bactérie? 3,5 tonnes de micro-champignons dans un sol vivant. On a tué les moitiés des sols de France. Il n'y a pas que la France, hein, tous les pays. Parce qu'on les a mal utilisés, on a des engins trop lourds, des labourages trop profonds, et une chimie de synthèse terriblement destructrice. Alors c'est là qu'il faut qu'on se batte, effectivement, parce que tout le système est basé là-dessus. Un sol vivant, ce sont des bactéries qui font des micro-trous partout, enduites de mucus, comme dans vos poumons en ce moment. Et ces micro-trous, lorsque la pluie rare arrive, elle s'infiltre là, elle ne va pas faire une inondation à côté. C'est la meilleure résistante au changement climatique, un sol rempli de bactéries.
C'est aussi, bien évidemment, d'empêcher les envahisseurs d'ailleurs d'arriver. Et c'est la meilleure productivité. Et dans un sol, des bactéries, des micro-champignons, des vers de terre, des tardigrades, des colamboles, des acariens. C'est absolument essentiel. Et si on détruit ce vivant, on ne pourra jamais alimenter 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Relation encore avec le vivant. Regardez, on a séquencé nos microalgues de l'océan. Vous avez vu en bleu, ça c'est des gènes de microalgues. En rouge, l'intestin de mon bébé. Vous avez vu quand il est né, mon bébé, il est là, on voit l'intestin quasi vide de bactéries. En gris, nous avons tous ici un bon tiers d'ADN qui est le même entre le plancton de l'océan et nous-mêmes. Les 2 tiers avec une mouche, avec une banane. Pourquoi la banane vous fait du bien quand vous la mangez? On vient du même monde. Donc si vous vous rappelez, je suis vivant, j'appartiens au même monde, ça changera beaucoup, beaucoup de choses. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during the sun. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. Now I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I hope that you'll remember me. No, if the night is burning, I will cover my eyes. For if the Lord returns, then my brothers will die. And if the sky is slowing down and crushed into this lonely dawn, then with that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. No, I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. No, I see fire hollowing souls. I see fire burning the leaves. No, I see fire. Oh, you know I saw the city burning. No, I see fire. Feel the heat on my skin. No, I see fire. Oh, I see fire burning La robustesse, c'est un potentiel. La performance, c'est quand on dissipe le potentiel. Alors vous voyez bien que ça doit nous éclairer, nous, société humaine, entreprise. Parce que pendant très longtemps, on a cru qu'une entreprise se mettait en capacité quand elle augmentait ses performances. Eh bien non. Si vous voulez, le contraire de la robustesse, c'est pas vraiment la fragilité, c'est la performance. Quand on fait de la performance, quand on s'optimise, on se canalise. Efficacité, efficience, on devient très spécialisé, très optimisé, très adapté, et donc très peu adaptable. Quand on est très adapté, dans un monde fluctuant, c'est suicidaire. Donc évidemment que dans un monde qui va devenir de plus en plus fluctuant, il faudra être de plus en plus adaptable. Donc il va falloir basculer de la performance à la robustesse. Alors ce qui est très joyeux là-dedans,
c'est que le monde de la robustesse est nettement plus intéressant. Il faut quand même réaliser que le monde de la performance, et je pense qu'on est très nombreux à le réaliser ici, le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute. On arrive très vite à destination, hein, et on n'a rencontré absolument personne sur la route. Le monde de la performance, c'est un monde qui est très triste. Le monde de la robustesse, c'est un monde où on interagit, où on prend plus de temps. Si vous voulez, le monde de la performance, c'est on veut arriver à destination plus vite. Alors, comme disait Pierre Desproges, hein, il n'y aura pas de survivants. Hein. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment arriver plus vite à destination. La vie, c'est le chemin, hein, ce n'est pas la destination. Hein. Alors, cette robustesse, comment ça peut se décliner dans l'entreprise, dans les 2 minutes qui me restent? En fait, il y a plein de choses à imaginer, mais surtout, il faut réaliser que quand on bascule de la performance, de la performance à la robustesse, l'impossible devient possible. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'impossible reste impossible quand on reste sur les rails de la performance. Aujourd'hui, c'est vraiment à nous de se poser la question, est-ce qu'on veut que notre avenir à tous, il soit écrit par les mains de quelques-uns, pour leur propre intérêt, ou est-ce qu'on veut peut-être reprendre les rênes de tout ça et écrire notre avenir tous ensemble? Parce que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Le changement climatique, c'est l'affaire de tous. Le changement climatique, ce n'est pas que des glaciers qui fondent. C'est quoi? C'est de lutter contre les inégalités, lutter contre le changement climatique. C'est de lutter pour notre agriculture, c'est lutter pour notre biodiversité, c'est lutter pour notre santé, c'est lutter pour notre économie aussi, lutter contre le changement climatique. C'est lutter pour notre bien-être. Si on n'a pas compris ça aujourd'hui, clairement, c'est qu'on n'a rien compris. Le moment pour agir, évidemment, le meilleur, c'était il y a 50 ans, je pense qu'on est tous d'accord. Le deuxième meilleur moment pour agir, il est maintenant. Le moment est sérieux. La pire des actions, ça serait l'inaction. Qu'est-ce qu'il nous apporte, ce vivant? Il nous apporte la régulation du climat. On s'habille, du cuir, de la soie, de la laine, tout ce que vous voulez, du coton. On se nourrit. On se soigne, la moitié des médicaments dans une pharmacie sont d'origine naturelle. On se protège, on s'abrite, regardez le toit ici par exemple. Et puis surtout, on s'inspire et enfin on s'émerveille. Et je pense que l'émerveillement est une clé absolument indispensable vis-à-vis de ce vivant. Une libellule, elle vole à 90 km/h avec quelques watts. Comment fait-elle? Elle voit 300 images à la seconde, à 360 degrés. Et le plus fabuleux festival, c'est l'accélération. Un pilote de Rafale, à 8G, il crache son Rafale, ça coûte cher pour le contribuable. Hein. Ma libellule, elle prend 30 G tous les jours depuis 345 millions d'années. Qu'est-ce qu'on attend pour aller regarder, admirer, s'émerveiller? Il s'agit désormais de faire entrer la nature dans la gouvernance de nos entreprises, de mettre fin à son invisibilisation pour sortir d'une relation qui est à la fois très dégradée, mais aussi profondément dégradante avec le vivant. Et j'ai besoin de tout le monde pour terminer. J'ai besoin de la science qui n'est pas une opinion. J'ai besoin de la politique. Je suis ceux qui pensent que ce n'est pas uniquement l'apanage des écologistes, ils ont leur rôle bien évidemment, mais chaque parti politique, s'il veut harmoniser l'humain avec sa planète, doit faire de l'écologie scientifique. C'est bien sûr aussi tout ce qui est le monde des ONG, des citoyens, les sciences participatives, et enfin les entreprises. Et c'est pourquoi je suis là ce soir avec vous, hein. On a vraiment besoin de vous. Aujourd'hui, bon, je travaille avec des entreprises à mission à l'heure actuelle, notre monde sera inassurable demain si on laisse dériver le système au niveau climat et au niveau de l'effondrement du vivant. On aime ce vivant, on l'admire, on a envie de l'imiter, on a envie de se faire imiter, on a envie de travailler mieux sur des solutions liées à ce vivant. Et puis on se prépare un avenir un peu plus sympa que ce qu'on vit aujourd'hui. Et chacune de ces victoires, obtenues pour remédier à l'invisibilisation de certaines catégories d'êtres qui sont pourtant absolument indispensables à la bonne santé de l'entreprise, ont induit une plus grande richesse dans la gouvernance du monde des affaires, mais en fait surtout profondément changer notre société. Alors, pensons à l'avenir. Après les travailleurs, les femmes, il est temps
de faire à la nature une place dans les décisions économiques. Et ce n'est absolument pas une utopie. Au Royaume-Uni, l'entreprise Face in Nature a nommé un administrateur gardien de la nature dans son board. Patagonia, vous en avez certainement entendu parler, a placé la totalité de ses actions sous la responsabilité d'un trust à vocation environnementale. Désormais, la Terre est son unique actionnaire. Et en France, Norcis a choisi de confier à la nature la présidence de sa fondation actionnaire, mais aussi de lui faire une place dans son conseil d'éthique, son comité de mission et son comité social et économique. Et ces exemples, ils prouvent tout simplement qu'un autre modèle est possible, que c'est possible, mais que c'est aussi cohérent et que c'est innovant. Et c'est exactement ce que nous portons avec Wild Legal. It's a god of a small affair. There's a girl with some mousy hair. But his mommy is yelling now, and her daddy is telling her to go. But her friend is nowhere to be seen. As she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film isn't sad anymore, for she lived in 10 times or more. She could spit in the eyes of fools, but they ask her to focus on silver, fighting in the dance hall. Out there, look at those cavemen go. With the video show, take a look at the low man beating up the wrong guy. Out there, I wanna live forever now. This is the best-selling show in the life of Il ne faut pas douter que ces expérimentations pionnières, elles ont un pouvoir d'influence énorme sur les mentalités. Et en travaillant ensemble avec des syndicats, des réseaux comme GenAct, des mutuelles, des PME, nous pouvons construire un collectif qui saura, à terme, aboutir, et j'en suis sûre, à l'adoption d'une loi qui fera enfin entrer la nature dans les conseils d'administration. Il s'agit vraiment de construire un modèle de gouvernance qui est conscient que notre prospérité économique dépend d'un cadre de vie stable, d'un climat stable, de milieux intègres, en bonne santé, que représenter la nature et ses intérêts, c'est sortir d'une logique de marchandisation du vivant, réinscrire les activités humaines dans une relation qui soit juste, qui soit saine, une relation de réciprocité avec les milieux et les autres êtres vivants. Et enfin, intégrer les besoins de la nature, c'est nécessaire, parce qu'il faut engager une bifurcation des modèles d'affaires vers ce fameux modèle régénératif, conscient que nous avons une dette écologique énorme. Concrètement, ça implique intégrer dans les conseils d'administration des administratrices, des administrateurs qui sont capables de défendre ces liens d'interdépendance avec le vivant et de nous rappeler constamment nos responsabilités vis-à-vis des autres qu'humains et des milieux qui sont, eux, directement concernés par les conséquences de nos choix économiques. On a besoin, dans cette histoire, de philosophes, on a besoin de conteurs, on a besoin d'artistes, on a besoin, alors je suis d'accord avec Gilles Boeuf, de politiques bien inspirées, pour le moment on les cherche un peu, on a besoin de gens qui vont parler à nos émotions et de gens qui vont nous proposer des projets qui vont nous donner envie d'avancer, mais qui ne seront pas des projets strictement techniques. La technique, elle est juste au service de ce genre de choses. Et il faut lui donner un cadre dans lequel s'exprimer, et il ne faut pas sortir de ce cadre. Il y a un besoin, quelque part, de remettre de l'éthique dans la technique. Donc il va falloir que dans nos cervelles, on accepte quelque chose de très désagréable, qui consiste à dire que la paix, le fait qu'on vive ensemble de manière harmonieuse, le fait qu'on respire un air sain, en tout cas un peu plus sain parfois que celui qu'on respire, le fait qu'on boive une eau sympathique, le fait qu'il y ait de la biodiversité, etc., on accepte de le payer d'une forme de baisse de nos possessions matérielles aujourd'hui. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, et c'est évidemment extrêmement désagréable. Et c'est très très loin
des préoccupations standards du chef d'entreprise qui se dit que quand même, si son chiffre d'affaires pouvait augmenter d'une année sur l'autre, ça serait pas plus mal. L'accord de Paris, il dit une chose, il dit que nous allons essayer de limiter la hausse de la moyenne planétaire de pas avoir une hausse de la moyenne planétaire qui aille au-delà de 2 degrés. Ça veut dire, en termes très concrets, que les émissions planétaires doivent baisser de 5% par an, tous les ans, à partir de maintenant. 5% par an, tous les ans. Donc 5% en 2026, parce que 2025 c'est fini, puis 5% de plus en 2027, puis 5% de plus en 2028, puis etc. Il y a 2 ans, sur le dernier siècle, où les émissions ont baissé de 5%. Elles ont baissé de 5% l'année du Covid. Donc il faudrait un Covid supplémentaire par an, tous les ans, pour qu'on tienne les 2 degrés. Et 1945, c'est-à-dire l'année où le parc industriel de l'Allemagne et du Japon a disparu. Voilà, ça c'est 2 années où on a perdu 5% d'émissions. Il faudrait perdre 5% d'émissions tous les ans, à partir de maintenant, si on veut maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que ce n'est pas en faisant un peu plus de R&D dans les entreprises qu'on va y arriver. Ça demande vraiment une révolution, et ça demande une révolution avant tout dans nos cervelles, parce qu'il n'y a que là qu'elle peut avoir lieu. Je vais juste peut-être une petite citation de Michel Serres. Michel Serres, il disait « L'utopie n'existe pas, c'est juste qu'elle n'a pas encore trouvé son lieu. » Je vous remercie. Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? On passait des étés à l'abri, sous les grands châtaigniers. Au soleil cette année, ils se sont embrasés. Le silence s'est fait, je me sens différent. Sur les cendres glacées, j'entrevois les dénis du passé. D'un côté du miroir, ressources illimitées, et de l'autre, il nous faut réfléchir autrement. On changera pas le monde en mode autofocus. On sauvera pas la terre sans l'aimer un peu plus. Écoutons le vivant, il sait depuis longtemps qu'on n'aura plus d'affaires à faire quand on aura atteint nos limites planétaires. Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Alors quand? Dépassé de puiser sans compter dans le creux de la terre. Dépassé d'ignorer qu'on épuise les mers et de croire au mirage quand tout est asséché. Dépassé d'espérer tout changer quand nos styles de vie dépassés nous incitent à la frénésie. Butin de pacotille à durée programmée. Si j'avais le pouvoir et plus rien à prouver, juste laisser une trace à la postérité, quelle serait l'histoire que j'aimerais inventer? Si je ne vis que pour moi, qui suis-je? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, alors quand? Alors quand? Moi je joue pour la vie. Nous sommes de celles et ceux qui pouvons agir, encore de celles et ceux qui pouvons choisir. Play for life, play for life. Nous sommes de celles et ceux qui pourront agir, encore de celles et ceux qui pourront choisir. Play for life, play for life. Nous sommes de celles et ceux qui pourront agir, encore de celles et ceux qui pourront choisir. Play for life, play for life. Nous sommes de celles et ceux qui pourront agir, encore de celles et ceux qui pourront choisir. Play for life, play for life.